Invité de Paris Direct et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Delessal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes grand reporter pour Paris Match. Vous publiez Valse russe chez Jean-Claude Lattès, le récit de votre guerre en Ukraine et de vos guerres intérieures. On va y revenir dans un instant. Quelques mots d'abord du Proche-Orient qui domine l'actualité ce matin encore, si vous le voulez bien. Vous êtes arrivé en Israël quelques heures, quelques jours après les attaques du 7 octobre. Vous avez trouvé un pays, et vous l'avez raconté dans Paris Match, dans un état de sidération absolue, comme hébété face à l'indicible. Est-ce qu'il faut avoir vu ça, raconté ça, pour comprendre ce qu'il se passe depuis 1 mois et demi là-bas ? C'est tout l'enjeu de notre travail et toute la difficulté, parce que c'est très très compliqué. À chaque fois, on essaie de raconter. C'est même pendant le Covid, c'était un peu la même chose. On était les seuls, les journalistes, à voir les cadavres. On ne voyait pas les corps pendant la période du Covid. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi on prenait tant de mesures. De la même manière, quand nous, on arrive quasiment 24 heures après le début de l'attaque du Hamas, on comprend très vite que ce n'est pas une attaque normale, en fait, qu'il s'est passé quelque chose de très, très, très grave et que tout le pays, tout Israël est sidéré et cette sidération se transforme très, très vite en colère et explique comment l'armée israélienne est partie tambour battant, sans vraiment de stratégie dans Gaza, en bombardant absolument tout ce qui tenait debout. Et je pense que c'était aussi l'impuissance et l'humiliation de l'armée israélienne après cette attaque qui s'exprime depuis plus d'1 mois. Et cette nouvelle phase depuis 1 semaine là, de négociation, on espère qu'elle va durer. Là, ça s'est joué à un quart d'heure. Hein, in extremis ce matin. In extremis ce matin. Je crois que personne ne sait exactement ce qui va se passer dans les prochains jours, mais tout est très tendu. Mais au moins, on est dans une phase de négociation encore. Ouais, si vous parlez de cadavres, c'est parce que vous avez été dans les morgues de fortune qui ont été installées en banlieue de Tel Aviv après le massacre du 7. Et vous avez alors décrit sur X, ex-Twitter, dans un récit quasi insoutenable, l'innommable, ce qui a été fait à des centaines de civils qui étaient là, devant vous, dans des sacs poubelles. Ce récit est devenu viral, comme on dit. Il a été remis en cause par certains. On vous a même demandé d'étayer vos propos avec des vidéos. Votre métier à vous, Nicolas Delessal, c'est de figer les faits dans le récit. Est-ce qu'il y a quelque chose de désespérant ? Et je vous pose la question parce qu'on se l'est posé nous aussi depuis nos studios ici, depuis le début du conflit. Quelque chose de désespérant à voir que les faits sont remis en doute en permanence. En permanence et de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux, il y a une défiance généralisée. Mais on est un peu comme Décisif, mais Décisif de Camus. Il faut être heureux de reporter ce caillou, d'essayer d'expliquer, aller à la rencontre des gens, leur expliquer que notre métier est un artisanat, qu'on essaie que oui, il y a peut-être des journalistes malhonnêtes, mais les 3/4 d'entre eux donnent tout, souvent pour pas une grande paye, pour essayer de raconter les faits. Et on est plein comme ça, on est plein envoyés en Ukraine, on est plein envoyés en Israël, et des reporters. On est les yeux, on est les oreilles, des gens. Alors on n'a peut-être pas la vérité, on est, oui, soumis à notre propre subjectivité, à notre histoire. On ne voit pas tous les choses de la même façon. Mais tous ensemble, on construit une mosaïque qui s'approche, en tout cas le plus près possible, de la réalité objective et des faits. Et quand vous voyez plus de 1000 cadavres entassés dans des morgues, l'odeur qui vous prend la gorge, les témoignages des médecins, des jeunes médecins qui sont brisés pour la vie parce que ce qu'ils ont vu est innommable, vous essayez de transmettre au maximum de personnes à travers mon papier dans Paris Match, à travers X, Twitter, pour que le maximum de gens puissent prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et de la même manière, parce qu'il ne faut pas être borgne, ce qui se passe à Gaza, c'est terrible qu'il n'y ait pas de journalistes occidentaux pour le raconter, ce qui s'est passé pendant 1 mois. On ne sait pas les chiffres du Hamas, 15 000, mais c'est possible, vu la densité de population et vu le niveau de bombardement. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette possibilité pour nous d'entrer dans Gaza pour raconter aussi, comme on a pu raconter en Ukraine les bombardements russes, quand Poutine disait « nous ne tuons pas les civils ». Alors justement, cette guerre de l'information, effectivement, ne se joue pas qu'entre Israël et le Hamas, mais plus largement dans nos sociétés. On l'observe depuis le début de la guerre en Ukraine aussi. Pour revenir à votre livre qui s'appelle Valse russe, livre dans lequel, Nicolas Delessal, vous posez une question. Comment on fait quand on est grand reporter, c'est votre cas, pour raconter une guerre dans laquelle le pays agresseur est le sien ? Car vous êtes d'origine russe, ce sont vos racines, c'est votre famille. Et ce 23 février 2022, vous êtes en Ukraine. Oui, alors chaque fois qu'il se passe quelque chose de pas cool, j'y suis. Je ne sais pas pourquoi, c'est la malédiction de mon boulot.
Enfin, vous êtes dans le Donbass, plus précisément. Je suis dans le Donbass, parce que pas tout à je suis fait là avec où les choses se passent. mon éminent confrère Patrick Chauvel, qui est un grand reporter photographe qui arpente toutes les zones de conflit depuis pas mal d'années. Et on hésite entre rester à Kiev. Est-ce que Kiev va être attaqué? On n'y croit pas trop. On hésite beaucoup et on finit dans le Donbass, à 200 mètres des lignes séparatistes, persuadés que le lendemain, nos chances de survie vont être assez limitées parce que ça va être la guerre vraiment là où on est. Et le lendemain, il n'y a pas une balle qui vole, pas un bruit d'obus qui tombe. C'est Kiev qui est attaqué, c'est Mariupol qui est attaqué, c'est Kharkiv qui est attaqué, mais c'est pas là où on est. Et donc voilà, il y a toujours... On se dit, merde... fait chier, on n'est pas au bon endroit au bon moment. Et lui, en plus, est très malade. Il va être très malade. Enfin, bref. Vous devez suivre le chemin de l'exode avec les Ukrainiens qui fuient de l'Est. On va fuir. C'est un boulot de reporter, donc on est toujours... c'est Tarzan, vous lâchez une liane, vous ne voyez pas encore la suivante. Il s'agit de ne pas tomber. Il s'agit de faire confiance et d'espérer qu'une autre liane va apparaître dans le brouillard. Et en zone de guerre, à cet instant-là, il faut bien comprendre qu'on pense que les Russes vont prendre le pays en 3 jours. Et que nous, on est dans une pince qui va se refermer. Évidemment, le temps se distord, les perceptions se distordent. Et donc, c'est très difficile de savoir ce qui se passe, de pouvoir raconter aux gens, alors que nous-mêmes, on ne sait rien. Et vous, le russe, donc, disons d'origine russe, dont la mère est russe, elle a été votre prof de russe, vous n'avez pas très bien travaillé parce que vous ne parlez pas très bien russe. Il y a Nigavalio Paluski, ce qui veut dire je ne parle pas russe, mais je le dis sans accent. Ça, vous le dites sans accent et vous en êtes assez fier. Il y a une scène au début de votre récit qui marque évidemment les esprits. On est 3 jours après le début de la guerre. Et pour la première fois de votre vie, vous allez, alors que vous, disons, vous essayez Je protège ma mère. Voilà, vous protégez votre mère à chaque fois que vous partez en reportage. Et là, vous allez la faire rentrer dans votre guerre, racontez-nous. Ma mère est une Russe blanche un peu extravagante. Russes blanches, ce sont ceux qui ont fui la Russie après la Révolution. Et oui, je lui mens, comme tous les fils et toutes les filles qui sont en zone de guerre mentent à leurs parents en leur disant que tout va bien. Et là, pour la première fois, je suis juste après un bombardement russe dans une zone civile. Une femme pleure, elle pourrait être ma mère. Elle a tout perdu. Sa belle-fille est morte devant elle. Son fils est gravement blessé. Toute sa maison, sa vie est détruite. Et j'appelle ma mère pour faire l'interview. Et en fait, elle va faire l'interview sous la neige. Le ciel est jaune. Les alarmes hurlent. Il neige, il fait froid. Et les 2 femmes, ma mère et cette dame, vont pleurer ensemble. En russe, s'il y a des nationalités pour les larmes. Et moi, qui d'habitude suis pas bétonné, mais vous savez, c'est mon métier, donc il y a quand même un bouclier qui me protège, même si on doit faire preuve d'empathie pour comprendre les gens qu'on interviewe, évidemment. Mais c'est un peu comme un flic ou un médecin, on est obligé d'être pro, quoi. Là, ce sont mes frères qui tuent mes frères. Donc tout s'effondre, en fait. J'ai plus ce bouclier, je suis dans un état de sidération. Et à cet instant-là, je me dis, le journaliste ne va pas suffire pour raconter cette histoire. Et il va falloir que j'écrive quelque chose d'autre. Et c'est ce livre. Ça s'effondre pour vous comme pour elle, à l'autre bout du fil. Elle est en France à ce moment-là. Vous dites même qu'à partir de ce moment-là, vous avez honte d'être russe. Oui, parce que moi, j'ai toujours été russe. Fier d'avoir des origines russes. J'étais le russe dans le banlieue de Paris. Il y avait les copains sénégalais, algériens. Moi, j'étais le russe. De ce que vous représentiez du fait d'être russe. Oui, puis quand on me disait « Ah, c'est pour ça que tu prends des risques », je voulais correspondre à un schéma romantique qu'on se fait du russe, un peu excessif, un peu extrême. Et je ne sais pas si c'était ma nature profonde ou si je cherchais à coller à ce truc-là, mais j'avais cette fierté, cet orgueil qui s'est littéralement décomposé, qui a été bombardé lui aussi et détruit ce jour-là. En fait, et depuis, j'ai plutôt honte d'être russe. Pourtant, c'est pas votre guerre, c'est pas ma guerre, mais voilà, j'ai des copains russes qui sont dans le même état de sidération silencieuse parce qu'ils vivent en Russie. J'ai des copains ukrainiens qui sont... moi, c'est des petits problèmes d'occidental. Eux, ils ont des vrais, quoi. Leur vie a été bouleversée, en Ukraine encore plus qu'en Russie. Mais voilà, on parle de 1000 morts par jour en ce moment sur le front en Russie, aux côtés de Avdiivka, où la Russie attaque. C'est des centaines de jeunes mecs qui sont broyés. Moi, j'ai beaucoup couvert la bataille de Bakhmout. C'est épouvantable de voir ces Verdun. C'est un hachoir géant dont on a très peu d'images, dont on parle peu parce qu'on s'en lasse, parce que voilà, il se passe quelque chose en Israël. Il faut en parler aussi. Et ça, c'est la terreur absolue des Ukrainiens, que cette guerre-là soit oubliée, comme d'ailleurs elle a été oubliée pendant très longtemps, à partir de 2014. La guerre n'a pas commencé en 2022. Bien sûr, mais là, elle a pris des proportions telles et elle engage notre vision de ce que c'est qu'un monde dans lequel on voudrait vivre. Est-ce que c'est un monde poutinien, bolchevique, où un bolchevique pense que soit vous avez les mêmes idées que lui, soit vous avez tort. C'est ça le monde de Poutine, violent,
ou un monde ouvert, imparfait, comme le nôtre, mais ouvert, où on peut parler, où des journalistes qui ne sont pas d'accord peuvent s'exprimer, où on peut avoir des débats, y compris sur les réseaux sociaux, avec des gens qui ne croient pas à ce qu'on raconte. Mais c'est pas grave, on leur explique. C'est pas possible en Russie, c'est plus possible. On s'est beaucoup interrogé depuis février 2022 sur la réalité du soutien des Russes à cette guerre. Dans ce pays où dire guerre peut toujours vous coûter la prison. Je sais que c'est une question difficile, mais de ce que vous en savez, de quel ordre est ce soutien aujourd'hui? Est-ce que c'est un soutien attentiste, coupable, ignorant? Est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est un soutien de survie, c'est un soutien d'orgueil aussi, c'est un soutien de gens qui sont mis sous perfusion médiatique depuis 20 ans. Un de mes premiers reportages, moi j'ai 50 ans, un de mes premiers reportages, c'était de raconter comment Poutine, donc au tout début de ma carrière, mettait la main sur les médias, les gros médias en 2000 en Russie. Donc 20 ans plus tard, oui, à part l'intelligentsia, les gens pensent qu'en effet, cette guerre est légitime et c'est pas vraiment une guerre et l'Ukraine l'a cherché et avale. Mais c'est pas des gars équipés culturellement pour beaucoup pour comprendre comment ils sont manipulés. Quant à tous ceux qui savent très bien, ils gardent le silence par instinct de survie parce qu'on survit en Russie, on survit par le silence. C'est le silence qui vous sauve. Qu'auraient pensé vos grands-parents qui étaient russes, qui se sont rencontrés dans cette merveille architecturale de la rue Daru à Paris, la cathédrale orthodoxe, qui sont enterrés aujourd'hui au Père-Lachaise? Vous racontez dans le livre que depuis le début de la guerre en Ukraine, vous n'avez pas pu aller sur leur tombe, où vous alliez souvent. Le livre a été publié il y a quelques mois, donc êtes-vous retourné Oui, j'y suis sur leur tombe? J'y suis retourné. Ils font la gueule. Je sens qu'ils font la gueule, je sens qu'ils se disent on a bien fait de partir. On a bien fait de partir. Et c'est terrible parce que génération après génération, ce pays fabuleux, parce que ça reste un pays fabuleux, la Russie, avec des gens fabuleux aussi, se voit ces élites, ces intellectuels broyés, obligés de partir. Et donc ce pays erre en boucle depuis plus d'un siècle, même 2 siècles. Et c'est une tragédie. Je ne sais pas quand la Russie s'en sortira. Valse russe, donc, c'est chez Jean-Claude Lattès. On y croise vos grands-parents, votre mère, parce que c'est aussi, et peut-être ce qui, moi, m'a touché le plus, cette déclaration d'amour magnifique à l'égard de votre mère. Aussi un duo incroyable entre un vieil Ukrainien et son prisonnier russe. Membre de Wagner, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Nicolas Delessal, d'être venu nous en parler ce matin.